Bienvenue si vous nous rejoignez au Paris-Saclay Summit 2026. J'espère que vous êtes bien installés ici dans cette salle André Michelin de Centrale Supélec. Bienvenue dans cette session consacrée à l'arthrose. Cette maladie est souvent perçue comme une fatalité liée à l'âge, douleur, raideur, mobilité réduite évidemment. Alors pourtant, la recherche avance et propose aujourd'hui de nouvelles pistes pour ralentir, voire modifier peut-être son évolution. C'est ce que l'on va voir. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite avec Francis Berenbaum, professeur et rhumatologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Cet entretien sera mené par Olivier Hertel, qui est journaliste au Point. Très bonne discussion à vous deux. On peut les applaudir bien fort. Merci. Bonjour à tous. Je pense que, Francis, on peut commencer peut-être par une explication de qu'est-ce que c'est que l'arthrose. Et on parle aussi de rhumatisme. Alors, est-ce que c'est la même chose ? Alors, rhumatologie, rhumatisme, c'est tout ce qui touche nos articulations. Et en fait, dans une articulation, il y a plusieurs tissus. Il y a le cartilage, il y a l'os, il y a une membrane qui sert à faire notre lubrifiant pour nos articulations, qu'on appelle la membrane synoviale. Il y a les muscles qui sont autour, il y a les ligaments. Donc, c'est tout ça. Dès qu'il y a un problème sur l'un de ces tissus-là, eh bien, on va parler de rhumatisme. Parmi les rhumatismes, celui qui est le plus fréquent, largement, c'est l'arthrose. Et l'arthrose, c'est une maladie, c'est pas une fatalité, comme l'a très bien dit Mélanie Gomez. Et c'est une maladie qui est liée, en fait, il faut imaginer que tous ces tissus qu'il y a dans l'articulation que j'ai décrit, cartilage, os, membrane synoviale, à un moment donné, ça ne parle pas bien entre eux. Voilà. Et ça peut être lié à plein de choses, on va y revenir. Mais au bout du compte, ça va aboutir à quoi ? À ce que le cartilage va se détruire. Il va s'auto-détruire parce qu'il y a des cellules dans le cartilage qui vont se mettre à produire des enzymes, des petits enzymes gloutons qui vont aller grignoter le cartilage, si vous voulez. Et donc, en fait, au bout du compte, c'est un problème de l'ensemble de l'articulation qui va aboutir à ces problèmes de douleur chronique et d'enraidissement de l'articulation, et donc avec tous les problèmes que ça peut entraîner. C'est important ce que vous avez dit sur le processus en fait, de l'arthrose. C'est qu'on a souvent l'impression que l'arthrose, c'est une usure qui se produit avec le temps. On imagine quelque chose qui s'use avec le temps comme un pneu, en fait. Exactement. Et c'est pas du tout ça, finalement. C'est ça, c'est l'image. Je suis sûr que parmi vous, si vous faites l'image de l'arthrose, c'est quand même beaucoup la personne très âgée avec sa canne et assise dans son fauteuil qui n'arrive pas à se relever. C'est pas faux, dans le sens où ça peut être effectivement également des personnes à arthrose. Mais aujourd'hui, l'âge moyen de début d'une arthrose, c'est 50 ans. Alors bon, à moins de... Voilà, c'est vrai que si on en parle à nos jeunes de 20 ans, 50 ans, déjà, c'est très vieux. Mais quand même, voilà, 50 ans. Donc voilà, cette image-là, et c'est pas comme le pneu qui s'use. C'est vraiment une maladie qui touche l'ensemble de l'articulation et qui aboutit à ces problèmes-là. C'est des mécanismes moléculaires assez complexes, et donc c'est pas juste le frottement, c'est pas juste la mécanique. C'est pas juste le frottement, c'est parce qu'il y a des cellules dans le cartilage qu'on appelle les chondrocytes, et ces cellules-là, à un moment donné, eh bien, se réveillent, mais se réveillent mal, et vont se mettre à fabriquer des enzymes pour aller dégrader ça. Et pourquoi elles se réveillent, ces cellules-là ? Eh bien, c'est parce qu'elles vont recevoir des signaux dans l'articulation, c'est pour ça que je parlais de problèmes de communication entre les différents tissus, et ces signaux peuvent venir de l'os, le cartilage repose sur l'os, vous imaginez une articulation, le cartilage qui est sur l'os, et puis chacune de nos articulations est entourée d'une capsule, et à l'intérieur de la capsule, il y a une membrane, la membrane synoviale, c'est comme du papier peint sur un mur, si vous voulez, et donc cette membrane qui tapisse la capsule va se mettre à fabriquer ces enzymes, le liquide inflammatoire, et provoquer ce problème de destruction du cartilage. Voilà, donc c'est avant tout une réaction inflammatoire. C'est une réaction inflammatoire qui peut être liée évidemment à des problèmes mécaniques. En général, on oppose les deux, mais là aussi, c'est assez impressionnant de voir ce qu'est capable de faire la nature, c'est que finalement, ces cellules du cartilage, elles sont capables d'avoir des récepteurs à la pression. Donc si la pression est normale sur ces cellules-là, elles vont être bien, elles vont se mettre à fabriquer plutôt de la matrice cartilagineuse, elles vont être dans un bon environnement. Mais si en revanche ces signaux mécaniques sont mauvais, trop forts par exemple, on va voir pourquoi, et l'obésité est un exemple, eh bien si c'est trop fort, elles vont cette fois-ci se mettre à plus du tout aimer cet environnement-là et vont se mettre à fabriquer des enzymes pour aller dégrader le cartilage. D'accord. Alors on parlait
quelque chose qu'on n'imaginait pas trop, c'est qu'effectivement l'arthrose arrive relativement tôt, au début vers 50 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une population importante aussi qui est concernée. Combien de personnes en France sont concernées, peut-être dans le monde aussi? Oui, alors c'est effectivement assez impressionnant quand on voit les chiffres de personnes qui souffrent d'arthrose. Je ne parle même pas de simplement la découverte radiologique sans signe. On considère aujourd'hui, par l'OMS, on considère qu'il y a environ 600 millions de personnes dans le monde qui sont touchées par l'arthrose. Pour une population comme la nôtre, c'est environ 10% de la population qui, de près ou de loin, va avoir une localisation arthrosique. Et les projections pour 2050, c'est 1 milliard de personnes dans le monde qui vont être touchées par cette maladie. C'est absolument considérable et on va voir que vraiment, on aimerait bien pouvoir trouver des solutions. Et pourquoi est-ce que ça va en augmentant? C'est parce qu'il y a 3 facteurs de risque de l'arthrose. Alors, évidemment, le vieillissement. Le vieillissement, c'est une maladie qui est liée à l'âge. Ce n'est pas une maladie spécifiquement de la personne âgée. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est une maladie qui est liée à l'âge. On ne va pas en voir à l'âge de 20 ans, ou exceptionnellement, et puis on va voir au cours de l'âge. Bon. Mais les 2 autres facteurs de risque qui sont absolument majeurs, c'est l'obésité et le surpoids, et le syndrome métabolique qui va avec. Et donc ça va être un facteur de risque, on va y revenir par l'aspect mécanique, mais également par d'autres aspects. Et puis les traumatismes également, il ne faut pas oublier les traumatismes. On voit de plus en plus de traumatismes articulaires, parce que peut-être on se lance parfois trop vite, sans encadrement dans certains sports, mauvais échauffement, etc. Et ça peut aussi aboutir à une quelques années plus tard, un début d'arthrose. Quelques années plus tard, un problème. Comment ça se manifeste, l'arthrose? Quels sont les premiers signes qu'on peut repérer et à quel moment il faut s'inquiéter et éventuellement consulter? Alors, l'arthrose, c'est 2 mots-clés. C'est la douleur et c'est l'enraidissement de l'articulation. D'accord ? C'est vraiment les 2 mots-clés. Après, alors ça, c'est du domaine du médecin, c'est d'arriver à faire la part entre ce qui peut être une arthrose, c'est-à-dire vraiment l'atteinte de l'articulation elle-même, et puis un problème tendineux. Je vais prendre un exemple, l'épaule par exemple. Eh bien, il peut y avoir de l'arthrose au niveau de l'épaule. Ça n'empêche que la première raison de douleur au niveau de l'épaule, et même parfois d'enraidissement, c'est la tendinite de l'épaule. D'accord ? Donc, c'est pas parce qu'on a de la douleur et puis qu'on n'arrive pas bien à faire bouger son articulation que c'est nécessairement de l'arthrose. Le vrai juge de paix, c'est la radiographie simple. Je ne parle pas d'IRM. Peut-être qu'on en parlera. Je ne parle pas de trucs hyper sophistiqué. La radio simple suffit pour poser un diagnostic d'arthrose. Elle permet de voir la dégradation du cartilage? Ça va permettre de voir, pas directement la dégradation du cartilage, parce que sur une radio simple, on ne voit que ce qui est minéralisé, mais on va voir surtout des petites formations d'os. Alors, au niveau de la colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle les becs de perroquet. Au niveau des articulations, c'est ce qu'on appelle les ostéophytes. Et ça, c'est des formations d'os, et ça, c'est vraiment le signe de l'arthrose. Ce qui ne veut pas dire gravité, ce qui veut dire diagnostic. Alors, on va le voir tout à l'heure, on va parler des traitements. Aujourd'hui, comment on traite l'arthrose? Quels sont les meilleurs moyens de traiter l'arthrose, que ce soit médicamenteux ou pas? Alors, on a des recommandations du traitement de l'arthrose, des recommandations françaises, on a des recommandations européennes, on a des recommandations américaines, on a des recommandations des chirurgiens orthopédiques américains, on a beaucoup de recommandations, et toutes, sans exception, insistent sur le non médicamenteux. C'est vraiment fondamental. Il faut vraiment insister. Quand on parle traitement, on se dit tout de suite « Ah, ça y est, on va parler anti-inflammatoire ». Non, quand on parle traitement de l'arthrose, c'est d'abord perdre du poids s'il y a un surpoids. Je parle surpoids, même pas obésité. S'il y a un surpoids, c'est absolument fondamental, et on va y revenir. Et activité physique. Parce que quand on commence à avoir mal dans une articulation, le côté intuitif, c'est de se dire si j'ai mal, je vais quand même arrêter de bouger parce que comme ça, j'aurai moins mal. C'est le piège, en fait. Et là, on tombe dans un cercle vicieux terrible qui va être puisque j'ai mal, je vais moins bouger. Comme je vais moins bouger, je vais m'enraidir. Et comme je vais m'enraidir, on sait que c'est source de douleur. Et du coup, on va avoir plus mal et on va encore moins bouger. Et on est en plein cercle vicieux. Donc nous, notre discours en tant que médecin, c'est toujours de dire, quand il y a une arthrose et qu'il y a des douleurs, eh bien, il faut plutôt encourager le mouvement. Évidemment, quand on est en pleine poussée inflammatoire d'arthrose,
dire à quelqu'un de bouger, c'est compliqué. Bon, là, effectivement, c'est une période un peu de repos. Mais en dehors de ces périodes de poussée, c'est vraiment mettre en place des programmes pour bouger. Je ne parle pas nécessairement de sport, hein, je parle d'activité physique, d'exercice physique. Le sport, c'est la recherche de la performance. Là, on n'est pas dans la recherche de la performance, on est dans la recherche de la mobilité articulaire. Un peu de gym tous les matins, se marcher, faire une petite balade. Voilà, alors la marche, c'est bien, mais les exercices physiques, c'est important, renforcement musculaire, parce que j'ai parlé dans une articulation, il y a également les muscles qui viennent entourer, et les muscles, quand on les renforce, ça vient stabiliser les articulations, et une articulation stable va être moins douloureuse. Donc c'est très important également, les exercices qui peuvent être encadrés. C'est mieux, quand on reprend une activité physique, d'être encadré par un kinésithérapeute qui connaît ça. Ça peut être aussi dans les salles de sport avec un coach pour reprendre, mais c'est bien d'être encadré pour reprendre une activité physique, parce que dire, par exemple, une personne qui ne bouge plus du tout parce qu'elle a mal, bon, voilà, et puis c'est comme ça, d'aller lui dire faut faire 10 000 pas par jour. Voilà, c'est pas raisonnable. Ouais. Voilà, même quelques pas supplémentaires par rapport à ce qu'on faisait, refaire un petit peu d'activité, c'est voilà. Et ça, pour ça, l'encadrement, c'est bien. Donc c'est ça, c'est vraiment le message important. C'est même si on a mal, l'activité physique, c'est essentiel. Tant qu'on peut le faire, il faut absolument le faire. Voilà. Alors l'autre problème, vous le disiez, c'est la douleur. Et la douleur, comment on la gère, comment on la traite aujourd'hui? Alors, donc la douleur, on va la gérer cette fois-ci lorsqu'elle arrive un peu plus forte que d'habitude. Là, effectivement, on va s'appuyer sur des médicaments. Et là aussi, quand on regarde les médicaments qui sont à notre disposition, si vous rentrez dans une pharmacie, si vous allez sur Internet, vous avez une liste absolument considérable de ce qui est possible. Mais au final, quand on regarde vraiment ce qui marche et qui peut être, on va voir éventuellement supporté, qu'est-ce qui reste? Il reste les anti-inflammatoires non stéroïdiens, style ibuprofène, kétoprofène, diclofénac, voilà, tout ça, c'est des anti-inflammatoires qui sont démontrés comme étant efficaces, mais pas toujours faciles à prescrire, parce qu'il y a beaucoup de contre-indications et il y a beaucoup de mauvaise tolérance. Contre-indications quand il y a des problèmes cardiovasculaires, là en général on n'aime pas trop, il y a des risques cardiovasculaires, et puis les risques digestifs avec les hémorragies digestives, tout ça. Donc voilà, quand il y a des antécédents d'ulcères à l'estomac, tout ça, voilà, on n'aime pas non plus trop prescrire ces médicaments-là, et parfois même c'est des contre-indications complètes. Et puis 30% des personnes qui vont prendre un anti-inflammatoire vont pas bien supporter au niveau de l'estomac et qui aboutit à l'arrêt du traitement. Voilà. Ce n'est pas nécessairement un ulcère, mais ça suffit pour que la personne ne continue pas parce qu'elle ne supporte pas bien. Donc les anti-inflammatoires, efficaces, mais pas faciles à supporter. Et deuxième traitement démontré comme étant efficace, c'est les infiltrations de cortisone. Ça, quand on est en poussée inflammatoire, qu'il y a une articulation qui gonfle, l'infiltration de cortisone, c'est très efficace, mais ça va être efficace que pour quelques semaines. Ça n'abîmera pas vos articulations si vous n'en faites pas toutes les semaines, j'exagère. Si vous n'en faites pas, allez, on va dire plus de 3-4 fois dans l'année, 3 fois dans l'année, pour une même articulation, je parle, c'est déjà beaucoup, mais pas plus. Voilà. Mais très efficace. Pour un court laps de temps, au moins, ça fait passer un cap. Après, tout le reste, je dis bien tout le reste, ça va être soit pas démontré comme étant efficace, soit démontré comme vraiment pas facile à utiliser. Je donne 2 exemples. Le Doliprane paracétamol est très souvent, en tout cas, on n'arrive pas à démontrer que c'est plus efficace qu'un placebo dans l'arthrose. Ouais. D'accord ? On aurait tendance effectivement à prendre ça systématiquement. Et d'ailleurs, puisque je parle placebo, c'est aussi un moyen de soulager, puisque 40% des personnes qui prennent un placebo, dans les études, sont soulagées. Vont mieux. Vont mieux, d'accord ? Voilà, et vont mieux. Alors, c'est mieux de prendre un placebo plutôt que le paracétamol, finalement. On va dire, il y a quelques personnes quand même qui sont soulagées par le paracétamol, donc si ça marche comme c'est bien toléré, bien supporté, voilà, c'est bien d'essayer. Mais globalement, on s'aperçoit que c'est souvent peu efficace, en tout cas pas plus qu'un placebo dans les études. Et puis après, vous avez tout ce qui est tramadol, opioïdes, codéine, toute cette famille-là, eh bien, malheureusement, beaucoup de personnes en font un mésusage, c'est-à-dire ne l'utilisent pas bien, parce que pour pouvoir être efficace, bien souvent, il faut monter les doses, et puis du coup, on va tomber dans les
effets secondaires, les chutes, les vertiges, les nausées, les vomissements, constipation, etc. Et puis les risques de dépendance quand on commence à en prendre trop longtemps. Il y a toujours ce risque-là, donc du coup on n'aime pas trop. Alors vous voyez, et j'ai pas parlé de toute la liste qu'on peut imaginer. Je veux bien juste qu'on parle. L'acide hyaluronique, pareil, on ne sait pas vraiment. Alors l'acide hyaluronique, ça voilà, ça c'est des injections d'acide hyaluronique aussi. Des infiltrations d'acide hyaluronique qui sont proposées dans l'arthrose avec la douleur chronique. Et on n'en fait pas plus qu'une fois tous les 6 mois. Sinon, on considère que c'est inefficace. Ça a été déremboursé il y a quelques années parce que là aussi, ça a été très compliqué de montrer une supériorité par rapport à l'effet placebo. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu une magnifique étude qui a comparé les effets placebo. Donc, quel est l'effet placebo le plus important? C'est quand on injecte un placebo. Ouais. Et quand vous comparez l'infiltration de placebo à la prise d'un médicament placebo, l'infiltration de placebo est supérieure à la... Vous voyez, c'est quand même... Donc, ça a été fait. Ça a été fait. Donc, vous voyez, le placebo... Alors, du coup, quand vous faites un traitement par infiltration, c'est très difficile d'aller montrer un effet supérieur à un effet qui est déjà très important au placebo. Les corticoïdes, comme j'ai dit, les infiltrations de cortisone ont démontré que c'était supérieur au placebo. L'acide hyaluronique, moins, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, parce que là aussi, c'est peut-être parce qu'il y a des répondeurs et qu'on n'a pas été capable de mettre en évidence les répondeurs à ce type de traitement, par exemple. En quelques mots, très vite, je voudrais qu'on parle aussi des PRP, des plasmas riches en plaquettes. Oui. Parce qu'après, je voudrais qu'on passe aussi à ce qui, pour le coup, pourrait être un traitement pour l'avenir. Alors, les PRP, il y a beaucoup de propositions aujourd'hui de gens qui, dans les cabinets de radiologie notamment, proposent de faire des injections. Ça coûte très, très cher. Et là... Oui. Alors, les PRP, c'est quoi les PRP? On vous fait une prise de sang. Très vite, parce qu'après, on va parler de ce qui marche. En 30 secondes. On vous fait une prise de sang, on met ça dans une petite centrifugeuse, on récupère une petite fraction après centrifugation que l'on récupère pour pouvoir faire et qu'on met en infiltration dans les tendons, parce qu'initialement ça a été fait par les médecins du sport pour les tendinites, et puis ensuite, maintenant, ça se développe également beaucoup dans l'arthrose. Eh bien, voilà. Beaucoup d'études mal faites qui montrent un petit effet. 2 études remarquablement bien faites, qui sont négatives. On a plutôt tendance à penser que c'est les études bien faites qui ont raison. Voilà. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ça mérite qu'il y ait d'autres études, peut-être dans des profils un peu plus définis, pour voir s'il peut y avoir une efficacité. Mais je suis sûr que je vais me faire, mais alors, tout à l'heure, à la fin, mais moi j'ai fait ça, mais c'était extraordinaire, c'était formidable. Tant mieux, parce qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'effet indésirable par rapport à ça, très peu. Et donc, peu importe si ça a été par l'effet placebo ou pas, c'est efficace, tant mieux. Voilà. Le seul effet indésirable, c'est potentiellement financier, quoi. Le seul effet indésirable, oui, quoique ça soulage un peu en termes de poids dans son porte-monnaie. Je ne pense pas que ce soit significatif si on paye en carte bleue. Je ne pense pas non plus. En tout cas, voilà, je voudrais maintenant qu'on passe à un sujet qui est vraiment important. Donc, vous travaillez, vous particulièrement, et même vous êtes à l'origine de ces travaux-là, sur une molécule dans laquelle il y a beaucoup d'espoir. Et on va voir, cette molécule, elle est extraordinaire parce qu'on la retrouve dans des tas de domaines. Donc, c'est les GLP-1. Voilà. Je vous laisse expliquer, c'est plus simple. Ouais. Mieux. Bon, donc c'est une recherche qui vient de mon laboratoire de recherche INSERM Sorbonne Université avec l'appui de la PHP. Et en fait, voilà, quand vous mangez, vous avez pris votre petit déjeuner ce matin, votre intestin a produit une hormone qui s'appelle le GLP-1, glucagon-like peptide 1. Et pourquoi ce GLP-1 est produit? Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, il va quand même falloir que vous arrêtiez de manger. Sinon, on n'arrêterait pas. Et donc, cette hormone-là, elle est là pour aller au cerveau, et au cerveau d'aller entraîner un signal. Et ce signal, c'est pour dire « arrête de manger ». C'est la satiété, voilà. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a du récepteur pour cette hormone-là au niveau du cerveau, pour ça. Et puis, on a aussi ce récepteur au niveau du pancréas. Et le pancréas, il sert à quoi? Il sert à fabriquer de l'insuline. Et quand vous mangez, d'un coup, vous avez plein de sucre dans le sang, il faut faire rentrer le sucre dans les cellules. Et le sucre, il rentre dans les cellules parce que vous avez de l'insuline. Et donc, en même temps qu'il vous dit d'arrêter de manger, il vous donne un message pour dire « je vais produire de l'insuline pour faire rentrer du sucre dans les cellules ». La nature est extraordinairement bien faite. C'est incroyable. Voilà. Et alors, du coup, les laboratoires pharmaceutiques, ils se sont dit, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, là, quand même. Pour l'obésité, on va donner le signal d'arrêter de manger à des personnes qui ne mangent pas. Comme ça,
eh ben, du coup, elles n'auront pas faim. Et puis, deuxièmement, chez les personnes diabétiques, ça peut donner un signal pour, du coup, être un antidiabétique. Ils ont développé ça, c'est qu'on appelle des blockbusters, ça veut dire des médicaments qui ont un succès considérable, des millions de personnes dans le monde qui sont traitées avec ça. Voilà. Ça a commencé par l'obésité avec une molécule. Ça a commencé par le diabète. Ça a commencé par le diabète. Excusez-moi, avec l'Ozempic. Et voilà. Initialement, c'était le Victoza, voilà. Quasiment le premier en 2010. Bon. Et moi, à ce moment-là, en 2010, je me suis dit, mais si jamais il y avait du récepteur au GLP-1 dans les articulations, eh bien, pourquoi pas utiliser ça? Pourquoi? Parce que c'était les premiers médicaments antidiabétiques qui également avaient une protection pour le cœur cardiovasculaire. Et les chercheurs avaient montré que cette protection cardiovasculaire était liée au fait que ce récepteur au GLP-1 au niveau du cœur et des vaisseaux entraînait un signal anti-inflammatoire. Et du coup, je me suis dit, si jamais il y a du récepteur au GLP-1 dans les articulations, eh bien, il va y avoir un signal anti-inflammatoire et même protection des tissus. Et du coup, c'était ça la découverte à l'époque, en 2012, c'était de voir qu'effectivement, il y avait bien du récepteur au GLP-1 sur le cartilage, ces fameuses cellules, les chondrocytes, et au niveau des cellules de cette membrane synoviale qui devient inflammatoire, les synoviocytes. Donc vous avez commencé par mettre en évidence l'existence de ces récepteurs dans les articulations. Voilà, exactement. Et de voir que quand on mettait du GLP-1 sur ces tissus, sur ces cellules, eh bien, il y avait des effets bénéfiques. Et ça, c'était les tout premiers travaux. Est-ce que dans les essais cliniques sur le diabète ou sur l'obésité, on voyait aussi une amélioration des patients qui avaient de l'arthrose? Est-ce que c'était aussi un indicateur? Alors déjà à l'époque, en 2012, on n'imaginait même pas que ça pouvait être un traitement contre l'obésité, puisque c'était que contre le diabète. Et il a fallu attendre vraiment au début des années 2020. C'est assez récent, c'est 2018 par là, où on s'est aperçu qu'il y avait également cet effet pour l'obésité. Donc à l'époque, on n'en parlait pas du tout dans cette orientation-là. Et donc, non, à l'époque, c'était vraiment... Alors pour l'arthrose, on ne voyait pas non plus dans les essais. Ah ben, personne ne regardait. Ouais, c'est ça. Personne ne regardait. Personne ne regardait déjà pour l'obésité à l'époque. Donc c'était déjà uniquement pour le diabète. Alors l'arthrose, en général, c'est la dernière roue du carrosse. Voilà. Donc, alors, non. Vous découvrez en fait la présence de ces récepteurs dans les articulations. L'étape d'après, c'est quoi exactement? Alors, donc ça, c'est en 2012, je crois à peu près. Voilà, exactement, 2012. Bon, donc à partir de là, évidemment, si vous voulez amener un médicament potentiel jusqu'au patient, eh bien, il y a certaines étapes à passer. La première étape, c'est de ne pas publier. D'accord. Regardez ça pour soi. Faut le garder. Vous allez au bureau de valorisation de votre université, puis vous essayez de voir comment vous pouvez valoriser, garder la protection intellectuelle, parce que sinon, si c'est parti sur une publication, eh bien, malheureusement, plus personne ne développera. C'est terrible. Tout le monde est content de sa belle publication, mais ça n'aboutira pas à un médicament. Voilà. Bon, moi, mon objectif, c'était que ça puisse aller jusqu'au patient. Donc, du coup, de pouvoir monter une start-up pour pouvoir créer aller jusqu'au médicament. C'est comme ça, parce que ça coûte extrêmement cher et c'est la seule façon d'y arriver. Donc, comment faire ? En une minute, eh bien, comment faire? Eh bien, vous commencez par faire des études chez l'animal et vous essayez de faire des modèles. Vous faites des modèles d'arthrose et vous regardez s'il y a des effets. Et donc là, il y avait des effets qui étaient tout à fait impressionnants. Et à partir de là, vous dites, eh bien, on va pouvoir demander aux agences réglementaires, les agences du médicament, s'ils acceptent qu'on commence à faire des essais chez l'homme. Et donc, c'est là où on en est. Vous en êtes là en ce moment. Juste une toute petite remarque. Je le signale, parce que j'ai pas l'habitude de faire de la pub, mais le livre là, de Francis Berenbaum et de son partenaire Jérôme Auger, qui est un kiné, est remarquable d'abord parce qu'on explique tout très clairement. Et puis surtout, il y a un truc que j'ai trouvé très très bien, c'est les petites vidéos qui ont été faites par le kiné. Et donc on peut retrouver assez facilement pour justement trouver les exercices à faire en cas d'arthrose. Voilà, j'ai fini. On m'entend? Oui. Le professeur Francis Berenbaum sera en séance de dédicace à la sortie, à la fin de cette session. Donc profitez-en pour aller à sa rencontre si vous le souhaitez. On a le temps de prendre une ou deux petites questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main et on va vous faire passer un petit micro dans la salle. Voilà, donc il y a déjà une question là-haut. Allez-y, je vous en prie, on vous écoute. Oui, bonjour, merci professeur pour ce remarquable exposé. Vous avez parlé de tout ce qui est les kinés et l'ostéopathie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est efficace ou pas? Oui. Alors, l'ostéopathie, en fait, la difficulté, dès qu'on parle d'ostéopathie, c'est qu'on est confronté à plusieurs écoles d'ostéopathie. Moi, j'ai connu je connais des ostéopathes extrêmement bons,
qui sont d'ailleurs très souvent kinésithérapeutes ostéopathes. Hein. Et donc ceux-là, ils ont donc toute la formation de kiné également. Ma belle-fille est ostéopathe. D'abord, j'en dirais pas de mal. Ça arrive à tout le monde. Et je sais qu'elle fait du très bon travail. Mais je connais aussi des ostéopathes, mais vraiment, c'est du n'importe quoi. D'accord ? Bon, ceci dit, il y a aussi des kinés qui font pas grand-chose. Bon, mais donc, moi, mon message, c'est... kiné, je sais exactement ce qui se fait parce que les écoles de kiné, je les connais. Et je dis, un kiné, il faut aller voir un kiné qui ne prend qu'une seule personne à la fois parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va lui faire des exercices. Donc, si c'est pour mettre sur une machine ou quoi, ça ne sert à rien. C'est vraiment... Donc, ça, c'est un critère. Pour l'ostéopathie, si c'est un ostéopathe qui fait des exercices, qui n'est pas tout le temps en train de dire je sais ce que vous avez, c'est parce que vous avez mal là, j'appuie ici, ça va faire mal, je connais aussi ça, ou bien il y a une vertèbre déplacée, ou bien il y a le bassin qui est déplacé, ou il y a toujours quelque chose de déplacé, ça j'aime pas trop. Voilà. Mais si c'est un ostéopathe qui fait travailler, qui va faire ce travail de mouvement, alors dans ces cas-là, oui. Autre question ? Par ici, voilà, donnez à monsieur ou madame. Madame, on va peut-être alterner homme-femme et on vous reprend après. Allez-y, madame. Allez-y, madame, allez-y. Ah, pardon. J'essaie d'être égalitaire. Merci. Oui, ma question, c'était, vous avez parlé de l'effet placebo et c'est physique. Et est-ce qu'on est allé chercher si l'effet placebo, puisque ce sont des messages qui vont jusqu'au cerveau et puis que ça emmène pour la mobilité, est-ce qu'on a recherché le lien avec les émotions ou la psychologie, puisque l'effet placebo, c'est de la psychologie. Absolument. Est-ce qu'on a fait la recherche sur le lien? Ah oui, oui, oui. Alors il y a beaucoup, c'est passionnant. Je ne sais pas si cette année il y a des exposés sur le placebo, l'effet placebo, mais franchement, si jamais il y en a, allez-y, parce que c'est extraordinaire. La recherche sur les effets placebo, comment les aires au niveau cérébral s'allument. Sur certaines IRM un peu particulières, on voit certaines zones du cerveau qui s'allument au moment où on donne un placebo. Les animaux qui ont des effets placebo, le chat, c'est l'animal qui a l'effet placebo le plus important. C'est absolument extraordinaire. Et le lien avec toute la psychologie, oui. Et donc, on arrive même, je vous donne un exemple, dans l'essai clinique qui est en cours actuellement, pour ces fameux GLP1 en intra-articulaire, en infiltration intra-articulaire, hein, je parle des analogues de GLP1 en intra-articulaire, eh bien, pour l'analyse statistique, on va prendre en compte cet effet placebo par un questionnaire spécifique qu'on donne aux patients avant de commencer l'étude, et on recueille un certain nombre d'éléments qu'on va intégrer dans l'analyse statistique. Vous voyez ? Donc, pour justement, oui, c'est le côté psychologique est tout à fait important et il y a énormément de recherches là-dessus. Il y a même des études qui ont été faites à Grenoble qui sont absolument remarquables où ils montrent qu'un placebo annoncé à la personne a aussi un effet placebo. Oui. Donc on sait que c'est un placebo et ça marche quand même. Quoi. Ah oui, oui, absolument. Ça marche très bien. La couleur du comprimé, enfin, sur l'effet placebo, c'est extraordinaire. On va encore prendre deux petites questions si elles sont rapides, s'il vous plaît. Monsieur, allez-y. Oui. Bonjour, alors vous nous avez mis en appétit avec vos récepteurs GLP1. En termes précis, quels sont les effets attendus ? Oui, alors les effets attendus, c'est que lorsqu'on l'injecte en intra-articulaire, hein, je ne parle pas là de l'effet perte de poids qui soulage les douleurs quand on donne un effet systémique, mais il y a par voie sous-cutanée ou par voie orale maintenant, où là on fait perdre du poids et donc évidemment on va avoir moins de douleurs, hein, puisque ça c'est démontré. En revanche, en intra-articulaire, ce que l'on souhaite, ce que l'on recherche, c'est l'effet antidégradatif du cartilage, parce que donc par l'effet direct du GLP1 sur les récepteurs au niveau du chondrocyte. Donc, moins de dégradation, plus de formation de cartilage, l'effet anabolique sur le cartilage. Et au niveau de la membrane synoviale, c'est vraiment un effet anti-inflammatoire qu'on a très très bien vu dans les modèles animaux, où vraiment il y a l'effet sur la synoviale et beaucoup moins d'inflammation et donc moins de signal de douleur également. On a encore une question là-haut, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, bonjour. Concrètement, quel analogue de GLP1 vous avez utilisé dans votre étude ? Oui, alors on a testé chez l'animal et dans les modèles, on va dire, au laboratoire, tous les analogues de GLP1 qui étaient à notre disposition, ils ont tous le même effet et ce n'est pas non plus étonnant puisque ça passe par le récepteur. Celui que nous on développe, c'est le liraglutide, c'est-à-dire le premier qui correspond en fait au Victoza, le liraglutide en intra-articulaire parce que c'est celui qui nous permettait de ne pas être dépendant des laboratoires pharmaceutiques.
puisque c'est le premier qui a été mis sur le marché. Et donc, c'est Novo Nordisk qui a développé ce médicament, mais il est maintenant libre d'utilisation. Et donc, du coup, on n'est pas dépendant d'un laboratoire qui nous fournirait ou pas le médicament. C'est nous-mêmes qui l'avons et puis on l'utilise. Donc, c'est le liraglutide intra-articulaire. Mais le sémaglutide, il y a des études maintenant qui montrent que le sémaglutide, ça peut également être efficace, etc. Et à quelle dose vous l'utilisez dans vos tests sur une articulation ? Dans notre essai clinique là, c'est 2 mg, une injection, 2 mg en intra-articulaire. Et on regarde au bout de 3 mois l'effet sur la douleur, et par IRM, on regarde également les effets sur les structures, en particulier la structure synoviale. Et donc, donc ça, on attend les résultats pour la fin de l'année. Il y a une vingtaine de pays, de centres dans le monde maintenant qui sont en train d'inclure des patients, avec, y compris évidemment la France, mais les États-Unis, le Canada, etc. Merci beaucoup, professeur Berenbaum. Merci à tous les deux. Merci Olivier. Merci pour vos questions extrêmement pertinentes. Et je vous le disais tout à l'heure, si vous souhaitez prolonger l'échange, il y a le professeur donc, Francis Berenbaum qui va dédicacer son dernier livre que vous avez ici à l'écran dans quelques minutes à la librairie en sortant de la salle. N'hésitez pas à aller à sa rencontre. Merci beaucoup. Dans quelques instants, une nouvelle session dans cette salle André Michelin consacrée à la biotechnologie industrielle comme levier de solution pour une bioéconomie durable. À tout de suite.